Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, afin de parachever petit à petit 2025 en beauté, je reviens ici sur un grand classique du cinéma d'aventure, un des premiers grands films de pirates, en tout cas à Hollywood, de l'ère parlante, à savoir Captain Blood ou Captain Blood en version originale, sorti en 1935. Ce ne sont pas les débuts ici d'Errol Flynn en tant qu'acteur, mais c'est son premier immense rôle, et je crois aussi sa première collaboration avec le cinéaste Michael Curtiz. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite, notamment Les Aventures de Robin des Bois, que je n'ai toujours pas vu. J'ai découvert plutôt cette année Dodge City, ou Les Conquérants VF, un western qu'ils avaient fait ensemble, et d'ailleurs il y avait aussi Olivia de Havilland, pareil, elle est là, donc c'est vraiment la naissance ici d'un grand trio cinématographique. Rajouté à cela, dans le rôle, on va dire, du collègue français pirate, le fameux Capitaine Levasseur, qui a vraiment existé dans la vraie vie d'ailleurs, un Britannique qui l'interprète, Basil Rathbone, qui sera Sherlock Holmes plus tard dans sa carrière, qui rejouera aussi avec Curtis, de Havilland et Flynn dans Les Aventures de Robin des Bois. Bref, tout ce petit beau monde est là, citons aussi la présence de Lionel Atwill, et plus si affinité, je crois qu'il y a aussi quelques francophones dans le lot, forcément, pour l'adaptation d'un roman assez célèbre, et ce n'est pas la première, de Raffaello Sabatini. Il y avait eu une version muette dans les années 20, voilà. Donc c'est pas un remake, c'est une nouvelle mise en place ici, qui va donc mettre en avant la piraterie. Mais pas que, parce que ce n'est pas qu'un film de pirate, Captain Blood, c'est aussi un film un peu historique, puisque ça commence en 1685 au Royaume-Uni, où notre cher Captain Blood n'est pas encore Captain, il est Doctor. Et en tant que médecin, il va soigner l'un des renégats, des imposteurs, des usurpateurs, c'est ainsi que c'est nommé au début, de ceux qui veulent renverser le roi Jacques II Stuart. Alors c'est ce qu'on appelait à l'époque la rébellion de Monmouth. Et le problème, c'est que lui, il fait juste son boulot humain. Voilà, il va pas laisser quelqu'un crever. Sauf que les envoyés du roi sont là. Et imagine que Peter Blood est de mèche avec ceux qui veulent renverser le monarque. Donc il est arrêté. Potentiellement, il risque l'exécution, mais un des bras droits du roi dit que ce serait une bonne idée d'utiliser cette main-d'œuvre pour l'esclavage. Non pas en Inde, mais vers la Jamaïque. Ça va être l'endroit, on va dire même le repère des pirates, Port-Royal, etc. Et donc toute la première partie, premier tiers, on va dire, de ce long métrage se situe plutôt en mode esclavage, tentative d'émancipation, et rencontre bien sûr avec le personnage d'Olivia de Havilland, qui va être fatalement, c'est sans ce code-là, l'aspect romantique du héros, qui est la nièce de ce propriétaire de plantation, qui est en lien avec le gouverneur local, etc., etc. Mais bon, très vite, il va s'avérer être un esclave qui, d'ailleurs, tient tête un petit peu au début à son futur propriétaire, mais aussi qui a des aptitudes, notamment de médecin, peut-être pour soigner le gouverneur qui souffre de la goutte, enfin, problème au pied, quoi. Et ainsi, il va tenter de monter les échelons, mais surtout, à un moment, il va vouloir s'échapper avec ses collègues, ceux qui ont été vraiment arrêtés parce qu'ils voulaient renverser le roi, mais qui vont être donc ensemble des gangsters qui vont profiter de l'arrivée d'une flotte espagnole sur place, un navire de guerre, après quelques moments d'action sur lesquels je reviendrai. Ils vont dérober de nuit, alors que les pirates combattants espagnols font la fête au rhum et tout, bien sûr. Ils vont ainsi dérober ce bateau et voguer sur les mers en totale liberté. Entrer ainsi indirectement dans la piraterie, où Peter Blood va devenir le Captain Blood, très respecté, à récupérer des trésors, à s'associer donc à Levasseur, la Buse, c'est ça son nom historique, ce pirate français, pour le meilleur et pour le pire. Et pendant ce temps, le personnage d'Olivia de Havilland, dont je n'ai plus le prénom en tête, alors je cherche sur Wikipédia, c'est Arabella, va partir, puis revenir à Port-Royal. Les années vont s'écouler, Jacques II va tomber, et ça va créer peut-être une possibilité d'émancipation plus historique pour notre cher Peter Blood. Mais entre-temps, va-t-il rester un pirate ou se ranger? Je ne donnerai pas de réponse à ce sujet. C'est un film déjà qui est assez malin pour l'époque, parce que 1935, alors Hollywood avait son âge d'or, mais c'était quand même sur des raisons économiques pas forcément évident. Il y avait la Grande Dépression à côté, alors
Niveau cinéma, ça se voyait peut-être pas trop, mais quand même, pour une grande production comme ça, et pour les moyens de l'époque, il y a quelque chose qui a été fait, c'est qu'ils ont réutilisé des images d'un film qui s'appelait L'Aigle des mers, Seahawk, première version des années 1920, il y en aura une autre, qui sera réalisée par Michael Curtiz avec Errol Flynn. D'ailleurs, c'est intéressant ça, parce qu'ils reprennent ceci, ils font ce film de pirate, et ils iront encore plus loin, pour vraiment être à fond dans la piraterie. Je crois que c'est en 1940 ou quelque part comme ça, donc peu de temps après, parce que oui, ils en ont fait peut-être une dizaine de films ensemble, Flynn et Curtis, enfin, peut-être pas. D'ailleurs, il n'était pas dans Casablanca, hein, il me semble, Errol Flynn, j'ai un doute, mais bon, c'est marrant, parce que, à moins qu'il ait eu un second rôle, je sais plus. Bon. Bon, bref, mais par contre, je parle de Casablanca parce que ça me revient là, le scénariste ici du film, c'est Casey Robinson, qui participera à l'écriture de Casablanca des années après. Bref, donc ici on est dans quelque chose qui pose des jalons, et qui va rentrer dans la culture populaire aussi indirectement, alors après des romans tels que L'île au trésor, par exemple, hein, qui va donc mettre le vent en poupe, c'est le cas de le dire, à ces pirates qui, depuis, évidemment, ont jalonné la pop culture, le cinéma encore plus avec Pirates des Caraïbes et d'autres choses. Et je pense que sans ce film-là, on n'aurait peut-être pas eu... Alors, sans ce film-là, il y en aurait eu un autre et tout, mais c'est ça qui va démarrer indirectement la grande popularité de ce film à spectacle-là, pour bien plus tard, et pas que le Pirate des Caraïbes, il y en a eu d'autres entre-temps. On rentre vraiment dans l'ère de l'aventure hollywoodienne aussi, sur les mers, etc., etc. Et quand bien même, évidemment, le côté piraterie semble un peu léger hein, par rapport à des films postérieurs, c'est quand même bien géré dans la narration et l'écriture avec la progression. On est quand même dans le trope à peu près habituel d'un gars qui est tranquille, qui va être amené à faire des choses pas bien parce que il a arrêté par erreur, quoi. Et ainsi racheter sa liberté par la force. Donc c'est pas le rise and fall ici, c'est plutôt le fall and rise. C'est un peu l'inverse de ce que sera le cinéma plus tard, notamment chez Martin Scorsese et compagnie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est porté par le charisme d'Errol Flynn, qui a toujours cette tête-là. Alors évidemment, c'est un peu le beau gosse qui est un peu posé avec ce sourire tout le temps. Même quand il combat à l'épée, à un moment, il y a le sourire qui va avec. Évidemment, parce qu'on se donne en spectacle aussi, et c'est un petit peu dans cette idée de cap et d'épée, on sent qu'il y a des gens qui s'amusent, qui performent, au-delà même de la véracité pure, historique des combats, du moins. Parce que pour le contexte, ça va quand même, hein, fin XVIIe siècle, en effet, il y a eu des gens opposés au roi qui ont été balancés aux colonies, de l'esclavage s'en sont libérés, et sont devenus des pirates. Donc ça, c'est potentiellement réaliste, quand bien même, ici, sur le pan esclavagiste pur, on occulte quand même la majeure partie et la gravité d'une réalité, c'est celle, évidemment, du commerce triangulaire, et donc des Africains qui ont été amenés de force. On n'en voit pas beaucoup, on voit un petit garçon, là, qui porte une ombrelle au gouverneur, mais sinon, c'est très très pauvre à ce niveau-là. C'est presque dommage de ne pas avoir un peu plus creusé la situation, mais dans le Hollywood de l'époque, vous le savez, évidemment, peu d'acteurs afro-américains pouvaient jouer. Et où c'était encore à l'époque des blackface, etc. Peut-être que là, du coup, tout simplement, Michael Curtiz n'a pas voulu forcer le trait, et pas... voilà, enfin, c'était compliqué, quoi. Donc, faire cette économie-là, c'est peut-être moins pire qu'en effet, imposer des blackface à tout va à des acteurs blancs, parce qu'on ne veut pas engager des acteurs afro-américains. Bon, passons. Ensuite, intéressant évidemment le bagou de ce docteur, qui à la base quand même a un rôle social important dans son pays, qui va toucher le bas, et pour remonter, mais qui va garder cette idée-là. C'est-à-dire qu'on le voit très vite s'en sortir, se dépatouiller. Cette histoire d'amour, finalement, avec Arabella, se naît de façon assez romanesque, épique d'un film hollywoodien ainsi, par rapport à l'achat, le veut à tout prix. Elle voit qu'il a du coffre, hein, on peut dire ça comme ça. Elle fait monter les enchères. Cette idée d'achat de l'esclave au début du film va avoir un écho plus tard, quand, je reste vague, mais on va devoir récupérer une rançon pour Arabella, et c'est là où le Dr Blood va peut-être tenter de l'acheter en retour, comme lui il a été acheté finalement par elle. Et à cette idée. Et c'est intéressant parce que cette double possession inversée, un miroir inversé, et pouvait presque briser des codes à l'époque. Hein, le codex commençait à être installé, etc. Parce que c'est la femme qui a la possession. Hein, comme ça. Mais bon, très vite, vers la finalité, on va avoir cette idée que l'homme veut reposséder la femme et reprendre le dessus. À un moment, il y a ce baiser volé à peu près au milieu du film où ouais, elle le gifle, mais bon, il a quand même pris le dessus. Donc ça vivote là-dessus, et je pense que sur ces rapports de dominance, on va dire,
Michael Curtis s'en amuse par rapport à la situation, par rapport au code, par rapport aussi, évidemment, aux critères sociaux de l'époque. Mais c'est un petit peu ça, Flynn et de Havilland aussi. Vrai que, bon, Olivia de Havilland, évidemment, 4 ans après, elle sera dans Autant l'emporte le vent. On n'en dit pas plus sur ce sujet. Beaucoup moins problématique, finalement, Captain Blood, en soi. Que ce soit sur le plan donc socio-historico-politique. Mais bon, après, oui, il se passe pas mal de choses. Alors, c'est vrai, les combats maquettes aussi, parce qu'au finalement, ça se voit que ce sont des maquettes. On peut pas reconstruire des bateaux à l'identique, quand bien même certaines scènes. Alors, je ne sais pas si dans l'Aigle des mers de l'époque des années 1920, ils avaient retenté des... Parce que pour le coup, c'était... voilà, les années 20, quoi. Le Roaring Twenties, comme on disait. Donc peut-être qu'ils avaient plus d'argent pour faire cela. Mais en tout cas, intéressant, l'idée de voir ces batailles qui sont quand même bien gérées. Niveau du montage surtout. Tandis que les combats épais, etc. Alors cap à épée, oui, plutôt épée que cap. Ça aurait pu être plus poussé, plus spectaculaire. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que dans l'ère globale, ère ailleurs, ou ère ERE du cinéma d'époque, on s'en contente et on voit surtout que ça permet de développer d'autres choses. Quand bien même, par exemple, tout ce qui est autour du personnage de Levasseur est sous-exploité à mes yeux parce qu'on les voit ensemble et on les voit se chamailler, mais très très rapidement. Bon, vous pouvez entendre Basil Rathbone parler un français avec quand même un accent britannique, c'est amusant. Il y a une dame un peu prostituée avide d'argent là, qui est vraiment une actrice française. Alors j'ai essayé de chercher son nom, mais j'ai pas trouvé là. Mais bon, bref, parce qu'il y a quand même des acteurs et actrices français qui bossaient à Hollywood à l'époque. Il y en a un qui est là, il s'appelle Georges, je sais plus quoi, j'avais vu son nom, mais je le retrouve plus. C'est un peu le bazar, il y a tellement de gens là qu'on s'y perd un peu. Bref, que disais-je? Oui, pour cette... oui, les combats épais, il y en a un qui est hyper culte, ce duel sur la plage. J'en parlais avec le sourire tout à l'heure, voilà. Très très bien mené. Parfois un peu hasardeux, on sent quand même. Évidemment, il faut tenir l'équilibre à un moment quand ils vont sur une sorte de tronc, là, ou sur un rebord, je ne sais plus. Mais voilà, ça c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vient chercher. Évidemment, si vous voulez beaucoup de cela, c'est pas un film de mousquetaire non plus, mais on en arrive là. Et évidemment, c'était quand même un petit climax, même si c'est pas à la fin du film, parce que derrière, il va y avoir évidemment autre chose, en mode bataille navale, en mode peut-être revenir dans le giron britannique ou non, parce que c'est cette question qui va être posée sur ces dissidents-là, quand on veut les forcer à récupérer leur liberté en revenant vers la couronne, ça pose quelques légers soucis. Mais bon, comme c'est plus le même roi, hein, peut-être que ça peut passer. C'est intéressant aussi de voir le point de vue américain sur une époque où l'Amérique n'existait pas. Hein. Ce sont des Britanniques contre les Espagnols, contre les Français, en Jamaïque, avec l'esclavage. Et on le voit un petit peu, cette idée aussi de traiter ce que faisait la couronne britannique à l'époque, et c'était pas bien hein, d'exporter des esclaves comme ça, de vouloir pendre des gens comme ça sous le moindre petit soupçon. Donc évidemment, sur le plan états-unien, c'est intéressant, mais bon, on a quand même le personnage principal britannique, le docteur, qui est le héros. Voilà. Et ce héros qui veut s'émanciper vers un ailleurs, vers un autre continent, c'est comme ça que l'Amérique s'est faite, avec les dissidents à la couronne, les dissidents britanniques qui ont créé l'Amérique. Il y a un petit côté comme ça sur cette aventure-là, et on est avant, évidemment, hein, on n'est pas avec les puritains, on n'est pas avec les colons qui se sont installés plus au nord, mais cette idée d'envie de liberté autre que donc ce carcan de l'Empire britannique, fait que ce sont des gens qui sont ici, qui ont cette prestance-là, et qui ont ce charisme héroïque, et c'est ainsi aussi que, indirectement, Hollywood montre comment ces gens-là, plus au nord, leurs cousins, si vous voulez, ont créé ce pays, qui permet du coup ce rêve américain, hollywoodien, donc projeté sur une grosse production. Donc voilà, on peut faire des petits transferts, des petites transpositions comme cela. Ce qui est certain, c'est que c'est un film qui se regarde avec plaisir, j'ai envie de dire. Donc, basé sur certains faits réels, Levasseur, oui, mais Captain Blood, par exemple, est plus, en fait... alors ça, c'est par rapport au bouquin, hein, mais axé sur le personnage d'un chirurgien français qui s'appelait Exquemelin, qui a vécu à cette époque, à peu près un peu avant, et qui a fait un récit autobiographique. Et il y a des pans qui ont été pris là, peut-être dans le livre et aussi du coup dans cette adaptation cinématographique. Donc évidemment des libertés ont été créées pour la fiction, mais c'est quand même bien documenté, ça se sent. Voilà, Port-Royal évidemment qui connaîtra un terrible destin quelques années après en 1692, alors que c'était l'endroit hein, de place to be, avec pas que les pirates d'ailleurs, etc. D'ailleurs il y aura une suite, tiens, c'est intéressant, qui sera sorti 25 ans après, 26 ans après, avec le fils d'Errol Flynn qui joue le fils du Captain Blood, et ça c'est plutôt
amusant, hein, des spas. Voilà, c'est un film d'ailleurs de production italienne, hein, si vous le voyez. Le fils du Capitaine Blood, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle le titre. Bon, oui, ça doit être ça. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film qui a fêté donc cette année ses 90 ans. C'est intéressant, hein, on voyage dans le temps aussi sur ma chaîne, c'est important de parler de tous les cinémas. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment, au moment où c'est publié, à 1 ou 2 jours près, les 90 ans du film en sortie nationale américaine. Pour la France, il faudra attendre, je crois, début 1936 hein, pour la sortie. Donc, à vous la parole. J'attends donc votre réaction si vous avez vu ce film qui est assez culte. Donc, je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu. Et on en discute en commentaire. En vous disant à la prochaine. Ciao!